Madame, Monsieur, bonjour. Geneviève Darrieussecq ne cesse de grimper les échelons de la vie politique. Conseillère régionale MoDem, puis maire de Mont-de-Marsan, éphémère députée des Landes en juin dernier et désormais secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq, jusqu'alors dans l'ombre de François Bayrou, entre dans la lumière en gérant la Grande Muette. Geneviève Darrieussecq est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors, vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées depuis le 21 juin dernier. Avez-vous pris vos marques? Depuis 3 mois, je crois. J'ai d'autant plus facilement pris mes marques que les armées ne m'étaient pas tout à fait inconnues. Maire de Mont-de-Marsan, j'avais quand même sur le territoire, nous avons sur le territoire une des plus grandes bases aériennes de France. Donc je connaissais bien et j'avais de bonnes relations avec l'armée de l'air. Et puis, bien sûr que j'ai dû voir la lettre de mission que m'a confiée Florence Parly, qui est une lettre de mission qui est très fournie. Et donc nous sommes au travail sur tous les sujets qu'elle m'a confiés plus spécifiquement. Florence Parly, qui est la ministre des Armées, vous travaillez en binôme, vous allez nous expliquer les relations justement avec Florence Parly. Mais avant cela, lorsqu'on vous a confié cette mission, lorsque vous avez été sollicité pour prendre ce ministère, est-ce qu'il y a eu une angoisse à un moment donné, une inquiétude? Ah non. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une inquiétude? Est-ce que la mission, est-ce que vous attendiez à ce ministère-là? Est-ce que vous auriez préféré un autre ministère? Alors pour tout vous dire, en toute simplicité, je ne m'attendais à aucun ministère. Il est certain que j'avais des compétences en matière de santé, dans le domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Également beaucoup d'appétence pour l'aménagement du territoire, mais également pour les armées, étant, je vous le dis quand même, un peu immergée depuis 10 ans à Mont-de-Marsan et travaillant et collaborant de façon très proche avec l'armée de l'air. Cette feuille de route, est-ce que c'est le président de la République lui-même qui vous l'a confiée? Est-ce que vous l'avez rencontré pour parler de votre mission? Le Premier ministre m'a proposé ce secrétariat d'État auprès de Florence Parly. Je suis, disons, censée connaître tous les sujets des armées et pouvoir suppléer Florence Parly dès qu'elle me le demandera. Et ensuite, c'est Florence Parly qui m'a donné une feuille de mission avec des missions bien particulières, notamment sur le lien armée-nation dans le sens large du terme. Pour peut-être l'anecdote, et encore, comment avez-vous appris votre nomination? Je l'ai apprise d'abord... mon éventuelle nomination dans la bouche du Premier ministre l'après-midi. Et comme vous savez, les gouvernements ne se forment pas de façon toujours très simple. J'ai préféré attendre la sécurité de l'annonce du soir du gouvernement officiel avant de pouvoir... le dire et diffuser cette information. Et est-ce qu'entre-temps, vous aviez des appels de François Bayrou, peut-être, qui vous éclairaient un peu sur la situation? J'ai échangé avec François Bayrou sur, bien sûr, la composition de ce gouvernement dans l'après-midi, et je pense qu'il était satisfait que le mouvement démocrate puisse continuer à avoir des membres du gouvernement avec Jacqueline Gouraud et moi-même. On reparlera de François Bayrou et du MoDem tout au long de cette émission. Alors pour revenir à votre mission aujourd'hui, quelle est votre feuille de route? Quelles sont vos priorités? Alors ma feuille de route, donc, c'est le lien armée-nation dans son ensemble. Ça commence avec, bien sûr, le monde combattant, les anciens combattants, la mémoire, mais également la jeunesse. La jeunesse avec tous les dispositifs que l'armée a mis en place pour venir en soutien des jeunes et apporter à nos jeunes
je crois, une porte d'entrée dans la vie. Mais également, bien sûr, le service national que le président de la République souhaite mettre en œuvre, donc qui sera un projet des mois à venir. Mais également, j'ai en charge le service de santé des armées. J'ai également en charge les relations entre les sites militaires et le monde économique local et le monde de la formation en général avec les lycées militaires. Donc vous voyez, le lien armée-nation, ancien, jeune, monde économique, monde de la santé, culture également, avec tous les musées militaires. Lorsqu'on a une telle feuille de route, on se demande probablement par quoi on va commencer. Oui. Comment est-ce que vous organisez les priorités? Je crois qu'il y a quand même un domaine qui est important, ce sont les anciens combattants et la mémoire, qui sont dans ces années de commémoration du centenaire de la guerre de 14-18. Nous avons beaucoup de projets de commémoration, nous avons aussi un accompagnement auprès de ce monde combattant pour sa reconnaissance et la réparation. Donc voilà, je suis très présente dans ce domaine-là. Et puis ensuite, vous savez, tous les sujets sont des sujets de développement pour nos armées. Le service de santé des armées, c'est un sujet de développement et d'appui pour nos armées, qui fait partie intégrante des armées. La jeunesse et les lycées militaires, ce sont des dossiers qui sont aussi des appuis importants pour nos armées. Les jeunes, c'est un dossier essentiel avec ce service national que nous mettrons en route en interministériel. On va développer ce point-là, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Mais vous arrivez dans un contexte compliqué, puisque le chef de l'État et le Premier ministre ont demandé au ministère des Armées de faire des économies, 850 millions. Ça a été l'objet d'un conflit entre le chef de l'État et le chef d'état-major des armées récemment. Comment avez-vous vécu cette période en arrivant? Je crois qu'il faut bien comprendre les enjeux. Les enjeux n'étaient pas de diminuer les budgets des armées, c'était de répondre à une situation exceptionnelle qui a été retrouvée par le gouvernement, qui avait beaucoup trop de dépenses par rapport aux recettes, et ça prévu par le gouvernement précédent. Donc c'était une situation ponctuelle. Si l'on considère le budget 2018, il va être augmenté de façon tout à fait inhabituelle d'1,8 milliard. C'est la première fois que ce budget connaîtra une telle augmentation. Et ensuite, il est prévu sur la mandature une augmentation d'1,7 milliard par an tous les ans sur ce budget des armées. Donc voilà, je crois qu'il y a plutôt une volonté non seulement de conforter nos armées, de mieux l'équiper et de pouvoir... L'augmentation de ces budgets pour les années à venir, mais là pour cette année, à l'heure actuelle, quels sont les impacts sur le quotidien des militaires? Il n'y a aucun impact. Aucun impact sur le quotidien des militaires, ni bien sûr sur leur solde, ni bien sûr sur tout leur quotidien. Il y a simplement des opérations d'investissement qui ont été légèrement décalées. Comment avez-vous vécu le bras de fer entre le chef de l'État et Pierre de Villiers, bras de fer sur la place publique, ce qui n'est pas habituel pour les militaires? Écoutez, moi je l'ai vécu, alors c'était une première expérience particulière pour moi. Je l'ai vécu bien sûr de l'extérieur, sur les bordures latérales, nous dirons. Bon, je pense que le chef de l'État a voulu affirmer qu'il était le chef des armées, que les baisses budgétaires, elles ont été faites dans un contexte très particulier, qu'il faisait confiance aux armées et qu'il voulait poursuivre ce déploiement, ce développement de nos armées, tant sur le plan matériel et humain, et que donc il annonçait ces budgets plus importants dans les années à venir, et qu'il n'a certainement pas, trouvé logique que le chef d'état-major ne comprenne pas ces enjeux. Moi, je crois que ça a été un épisode qui s'est passé. Chacun avait à dire ce qu'il a dit. L'important maintenant, c'est qu'avec le général Lecointre, chef d'état-major actuel, eh bien, voilà, la feuille de route soit donnée. Les budgets sont assurés et il faudra maintenant, bien sûr, les déployer au mieux. Est-ce que cet épisode est venu créer ou briser une confiance entre le gouvernement, le chef de l'État et les militaires, voire une défiance? Est-ce qu'il y a une sorte d'observation? Je ne le ressens pas du tout.
Je ne le ressens pas du tout au sein des armées. Je côtoie les chefs d'état-major des différentes armées. Je ne sens pas du tout de la défiance, au contraire. La page est tournée. C'est ce que vous nous dites oui. aujourd'hui. Parmi vos missions, vous venez de nous le dire, il y a notamment l'objectif de mettre en place un service national obligatoire. Alors ce service national, il pourrait ressembler à quoi? Quelle serait la durée? Il concernerait quelle tranche d'âge? Qui encadrerait ces jeunes? Est-ce que vous commencez à dessiner le profil de ce projet? Eh bien, je vais vous décevoir, mais ce sera une mission interministérielle, pilotée par le Premier ministre, donc, parce que le seul ministère des Armées ne peut pas, bien entendu, prendre en charge ce dispositif. Il y aura le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture. Voilà, donc beaucoup de ministères seront mobilisés autour de ce projet. Je crois que l'idée générale est d'abord de favoriser la rencontre de la jeunesse avec elle-même, hein, le brassage de la jeunesse, et aussi de faire en sorte qu'elle puisse acquérir les notions de ce qu'est le pays, des besoins de sécurité du pays, la façon dont on sécurise notre pays par les armées, mais aussi par la sécurité intérieure. Donc ce projet concernerait les garçons et les filles. Absolument. Et dans votre esprit, on pourrait être sur quelle durée? Je pense qu'un mois serait une bonne durée. Il faut que la durée soit acceptable par la jeunesse aussi, hein, et qu'elle soit efficace. Alors ce n'est pas simple, parce qu'un mois, mais sur une tranche d'âge où ce seraient des jeunes qui auront entre quoi, 18 et 21 ans, c'est ça le projet? Oui, à peu près. Donc ils vont devoir interrompre leurs études pendant ce moment-là? Alors pour l'instant, les objectifs sont en train d'être définis. Nous allons mettre en place une commission de haut niveau pour justement travailler sur ce sujet. Nous avons demandé à toutes les administrations qu'elles fassent un point sur tous les dispositifs pour la jeunesse existants, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le service civique, il y a la journée défense citoyenneté, il y a le service militaire volontaire, il y a les EPID, il y a beaucoup de dispositifs pour la jeunesse, hein. Donc nous allons étudier tous ces dispositifs, ce qu'ils ont apporté, les budgets qu'ils nécessitent, et nous allons ensuite, avec ces diagnostics, travailler sur la suite avec tous les interlocuteurs dont je vous parlais. Je crois qu'il faut y associer bien sûr les parlementaires, mais également les représentants de la jeunesse. Parce que, voilà, on ne peut pas parler de la jeunesse sans la jeunesse. C'est pour moi quelque chose de difficile à entendre. Est-ce que vous avez établi un calendrier? Quand est-ce que pourrait être lancé officiellement ce service national? Alors, cette commission travaillera jusqu'au printemps, ou au tout début, à la fin du printemps 2018, et je pense qu'il sera peut-être possible d'envisager une expérimentation à partir de 2019. Est-ce que les militaires sont en capacité d'absorber cette charge de travail supplémentaire? Les militaires ne sont pas en capacité de pouvoir réguler tout le système, tout le service national dans son ensemble. Par contre, ils sont en capacité de porter une petite partie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée est en mesure d'assumer toutes ces missions sur tous les terrains militaires du monde? On sait que nous sommes dans un monde de plus en plus violent, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou est-ce que, étant donné la situation, le contexte, vous êtes obligé de faire des choix et peut-être renoncer à certaines opérations? Moi, je crois que les opérations qui sont actuellement en cours sont des opérations, enfin, bon, vous le savez, liées à la lutte contre le terrorisme. Que le président de la République a fait les choix de maintenir ces opérations, voire de les amplifier dans certains secteurs. Et je crois qu'il n'est... Alors c'est vrai qu'il y a une grande mobilisation des efforts des unités militaires françaises dans ces opérations extérieures, mais le choix est de poursuivre cette lutte contre le terrorisme de façon énergique sur les terrains. On a vu le week-end dernier qu'un militaire français du 13e régiment de dragons parachutistes, donc qui est basé à Martignas-sur-Jalles, en Gironde, rattaché aux forces spéciales, est décédé. C'était le premier décès depuis le début de l'opération Chamal. D'abord, est-ce que vous connaissez un peu mieux les circonstances de ce décès?
Je ne connais pas les circonstances de ce décès. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est toujours un drame. C'est toujours un drame quand un militaire décède. C'est un drame pour sa famille, c'est un drame pour son unité, c'est un drame pour la nation. Mais ces militaires, ces soldats savent qu'ils peuvent aller jusqu'au sacrifice suprême. Ça fait partie de leur engagement. Et bien sûr, j'ai une pensée pour sa famille et pour son jeune enfant, mais je ne sais pas quelles sont les conditions. On voit en effet que ce monde est violent. La France a-t-elle un rôle à jouer et l'armée, les militaires, ont-ils un rôle à jouer dans ces relations compliquées, voire dans un monde de provocation entre les États-Unis et la Corée du Nord aujourd'hui ? Je crois que le président de la République et le ministre de la diplomatie, des affaires étrangères, préconisent plutôt voilà, la mise en place de relations diplomatiques avec les interlocuteurs qui peuvent parler avec la Corée du Nord, la Chine. Bon, il y a quand même quelques interlocuteurs et il paraît important de conserver quand même dans ce conflit qui se dessine, de conserver toutes les marges diplomatiques possibles pour avancer, parce que tout cela peut paraître un petit peu inquiétant. De là où vous êtes, justement, étant donné le poste que vous occupez, ça vous inquiète? Et de quoi être inquiet? L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est peut-être l'irrationalité dans laquelle se trouvent les deux parties. Alors on parlait des restructurations ou du budget de l'armée. Il y a de nombreux régiments basés en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ces régiments doivent s'inquiéter d'éventuelles restructurations ou au contraire, y a-t-il des perspectives de développement? Non, ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est en 2008 qu'est paru le livre blanc qui a inquiété beaucoup de territoires et beaucoup d'élus. Ce livre blanc a été mis en œuvre. Il y a eu ensuite un arrêt de la déflation, notamment des troupes décrétées par M. Hollande en 2015. Et actuellement, nous serions plutôt en phase de progression afin de redonner à nos armées certains postes de soldats utiles pour les opérations de renseignement, les opérations aussi de cyberdéfense, notamment. Et je crois que notre territoire n'a pas du tout à s'inquiéter de restructuration. Alors vous étiez maire de Mont-de-Marsan il y a encore peu, vous connaissez bien cette ville, vous connaissez bien sa base aérienne, également la base 118, et l'importance que représente cette base en France. Je vous propose de refaire un point sur l'activité de la base 118. Olivier Prax. C'est la signature de la BA 118. Le rugissement du Rafale, la moitié de la flotte française est basée ici à Mont-de-Marsan. Avec d'abord un escadron d'élite, le 230 Normandie-Niemen. Depuis la base landaise, les pilotes peuvent décoller en moins de 10 minutes pour intercepter une menace dans l'espace aérien français. Ils interviennent aussi à l'étranger, partout où la France est engagée militairement. Mais en coulisses, la BA 118, c'est d'abord un centre de formation pour les mécaniciens et les techniciens. 450 élèves ont été formés à Mont-de-Marsan et parfois des élèves venus du Qatar ou d'Égypte. Mont-de-Marsan abrite aussi le centre d'expérience militaire aérienne. Sa mission, tester les futurs équipements de l'armée de l'air. École de contrôleurs aériens, groupement de l'informatique opérationnelle. Tous ces métiers de l'ombre rendent aujourd'hui la flotte de Rafale et de Mirage F1 opérationnelle. La BA 118 de Mont-de-Marsan emploie 3400 militaires et plus de 200 civils. Une véritable ville dans la ville, qui est aujourd'hui un des piliers de l'armée de l'air française. Vous étiez sur cette base côté de Florence-Parly il y a quelques jours. Quels sont les projets de développement de cette base qui est essentielle pour l'armée de l'air en France? Cette base s'est beaucoup développée dans les dernières années, avec un investissement majeur en infrastructure. Je crois qu'il y a au moins 60 millions d'investissements qui ont été réalisés, ou 60 ou 80 millions, je vais faire préciser ça par le commandant de base, ces dernières années. Donc une base qui a beaucoup investi, qui a accueilli beaucoup d'unités nouvelles, puisqu'elle s'est renforcée considérablement. À l'heure actuelle, je pense que les choses vont se stabiliser, mais ça reste une base très dynamique, et notamment
ça a été dit dans le reportage, hein, il y a bien sûr la formation pour les mécaniciens, pour les pilotes, les Rafales vendus à l'étranger, eh bien, doivent bien sûr, ces pays-là doivent avoir des personnels formés pour pouvoir utiliser ces avions. Et une grosse partie de la formation se fait à Mont-de-Marsan. Alors justement, on parle des Rafales. Doit-on s'attendre, est-il envisageable de voir des nouveaux contrats de vente de Rafales à l'étranger prochainement? Je ne peux que le souhaiter, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner sur ce sujet pour l'instant. Revenons sur la politique. Ce sera intéressant pour nos infrastructures ici en Gironde. L'Aquitaine est particulièrement concernée évidemment par l'assemblage du Rafale, voilà. Et puis également le vol près de la base 118. Le MoDem a trouvé une certaine place à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés, un peu plus d'une quarantaine. Pour autant, que pensez-vous de ce groupe MoDem à l'Assemblée? Est-ce que le MoDem existe à l'Assemblée nationale aujourd'hui et pèse face à notamment au groupe La République En Marche? Je trouve que ce groupe, moi, a une vraie structure intéressante. C'est un groupe qui est très cohérent, qui est très soudé. 47 personnes, pas 40. 47 députés. Marc Fesneau, président de groupe, qui, je crois, fait un travail extraordinaire. Ce groupe est un vrai pilier de la majorité. Un pilier, mais en même temps noyé face à un groupe énorme. Est-ce qu'il y a véritablement un poids? Personne n'est noyé. Notre groupe parlementaire a un poids, tout simplement parce qu'il fait des propositions d'amélioration des lois qui sont proposées. Ils sont aussi dans la proposition tout court de nouvelles lois potentielles. Je crois vraiment que le travail est reconnu par tous. Le travail du groupe MoDem est reconnu par tous dans cette Assemblée nationale. Il nous reste 4 minutes dans cette émission. Avez-vous compris le départ de François Bayrou de ce gouvernement? François Bayrou est parti de ce gouvernement de sa propre volonté, simplement parce qu'il était mis en cause, pas directement d'ailleurs, mais son parti était mis en cause dans des affaires et accusations de financement d'assistants parlementaires, et qu'il ne pouvait pas de toute façon se défendre au poste qu'il avait. Puisqu'il était garde des Sceaux, d'une part. Ensuite, je pense qu'il ne voulait en aucun cas mettre en difficulté le président Macron et son gouvernement. Donc il a préféré se mettre en retrait pour l'instant, ce qui ne l'empêche pas de suivre au plus près ce qui se passe au sein du gouvernement et à l'Assemblée nationale. François Bayrou qui est redevenu maire de Pau, mais qui regarde d'un œil attentif votre mission au sein de ce ministère. D'ailleurs, il porte un regard sur votre travail et sur vos débuts. On écoute François Bayrou. Je pense qu'elle y est qu'elle est heureuse. Et puis c'est quelqu'un de, vous savez, passionné par son métier de médecin, passionné par la vie sportive et associative, passionné par... c'est quelqu'un qui aime la fête, quelqu'un qui aime la vie, et qu'évidemment les grandes responsabilités sont un début de la vie. Et donc, oui, je suis persuadé qu'elle s'épanouit et va s'épanouir dans cette responsabilité. Donc François Bayrou qui a un regard un peu attendri sur votre parcours, votre mission, qui vous protège en quelque sorte? Je ne crois pas qu'il me protège. Alors, si d'aimer faire la fête donne des qualités pour être dans un gouvernement, je vais être très bonne. Est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs injuste ce qui s'est passé, son départ, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce départ de ce gouvernement? Est-ce que vous avez trouvé injuste? Est-ce que c'est parce qu'il est parti que vous vous êtes retrouvé, vous, ministre? Je mesure avec beaucoup d'humilité ma présence au gouvernement. Je pense effectivement que le fait que Marielle de Sarnez et lui-même aient préféré rester en dehors du gouvernement ait certainement facilité ma nomination. Moi, je trouve que c'est injuste, oui, à titre personnel, pour ce que je peux connaître de ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose qu'il assume complètement et ça a été son choix. Donc il faut respecter ce choix et François Bayrou sera toujours là pour aider, puisque c'est le sens de ce qu'il veut faire auprès du gouvernement et du président, pour aider et quelquefois pour dire aussi qu'il ne faut pas s'égarer
Et je pense que c'est important. Une dernière question, Geneviève Darrieussecq, puisque vous êtes landaise, on le sait, vous aimez ce terroir, ce territoire et ce qui va avec, vous aimez la corrida. Certains membres du gouvernement n'hésitent pas à évoquer le fait qu'il faudrait peut-être envisager de supprimer, de revenir sur l'activité, sur la corrida. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est un sujet qui déroule depuis des années. Moi, je pense qu'il faudrait laisser un petit peu de liberté à nos territoires, que les cultures locales sont à respecter. Je crois que le président de la République s'est engagé sur le respect des cultures locales. Il y a aussi la chasse aux petits oiseaux. Il y a aussi le gavage qui, lui, a un impact économique. La chasse à la madole, l'ortolan, tout ça, c'est interdit et pourtant, est-ce qu'il faut continuer Moi, je pense que la chasse à la madole, c'est une technique de chasse ancestrale et qu'il faut maintenir cette technique de chasse ancestrale qui est culturelle. Alors si on ne peut pas chasser d'ortolans, laissons-les chasser des pinsons qui sont en très 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 grand nombre dans la nature et la biodiversité n'en sera pas perturbée. C'est noté, c'est la fin de cette émission. Merci Geneviève Darrieussecq d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dimanche en politique se poursuit en compagnie de Francis Letellier. Excellent après-midi.